Février 1943. 11 hommes norvégiens détruisirent la seule source d'eau lourde du programme nucléaire nazi. L'Uranvrin, le programme secret d'Hitler visant à construire la bombe atomique, dépendait entièrement de l'usine de Vemork en Norvège. Sans cette installation, le physicien le plus prestigieux du Troisième Reich, Werner Heisenberg, ne pouvait pas achever son réacteur. L'opération Gunnerside dura une seule nuit. Ses conséquences changèrent le cours de la guerre. Mais ce que l'histoire officielle n'a jamais expliqué, c'est ce qui se passa ensuite. Dans les tunnels souterrains de Jonastal, le physicien nucléaire allemand Kurt Dibner parvint à une réaction nucléaire soutenue pendant 12 minutes avant l'arrivée des Alliés. En mai 1945, le sous-marin U-234 fut capturé avec 560 kg d'uranium dans des conteneurs en or, à destination du Japon. De plus, les transcriptions de Farm Hall, où les physiciens de l'Uranvrin furent enregistrés à leur insu, arrivèrent aux archives britanniques, avec des sections techniques supprimées, jamais publiées. L'Allemagne était-elle plus proche de la bombe atomique que ne le reconnaît l'histoire officielle? Que contenaient les sections supprimées de Farm Hall, que les gouvernements alliés décidèrent de garder secrètes pendant des décennies? Et qu'est devenues les archives disparues de l'Uranvrin? L'Allemagne était-elle sur le point de créer une arme nucléaire? En décembre 1939, le ministère de l'Éducation du Reich convoqua à Berlin une réunion de physiciens nucléaires sous la coordination du Heereswaffenamt, l'office de l'armement de l'armée allemande. L'objectif de cette réunion était de déterminer si la fission nucléaire pouvait produire une explosion d'une puissance militaire exploitable et quels moyens matériels seraient nécessaires pour atteindre cet objectif. Parmi les participants figurait Werner Heisenberg, professeur de physique théorique à Leipzig, et figure la plus éminente de la physique allemande de sa génération, et Kurt Dibner, physicien du Heereswaffenamt, qui agirait comme responsable administratif du programme qui en découlerait. Le résultat fut la création de l'Uranvrin, la structure institutionnelle chargée de gérer l'effort nucléaire allemand pendant les 5 années suivantes. Le programme issu de cette réunion partait d'un problème technique spécifique. La fission de l'uranium produit des neutrons à des vitesses très élevées. Pour que ces neutrons déclenchent de nouvelles fissions et entretiennent une réaction en chaîne, ils doivent être ralentis depuis les vitesses auxquelles ils sont émis jusqu'à des vitesses thermiques plus faibles. Cette fonction est assurée par un modérateur neutronique, un matériau capable d'absorber l'énergie cinétique des neutrons sans absorber les neutrons eux-mêmes. Le graphite de haute pureté pouvait remplir cette fonction. L'eau lourde pouvait également le faire, avec une efficacité supérieure pour des réacteurs à uranium naturel, sans nécessité d'enrichir le combustible. La décision allemande de choisir l'eau lourde comme modérateur principal du programme eut des conséquences qui ne furent entièrement révélées qu'après la guerre. Une erreur de mesure dans les expériences du physicien Walter Bothe, directeur de l'Institut Kaiser Wilhelm de physique à Heidelberg, surestima l'absorption neutronique du graphite et conduisit à le rejeter prématurément comme alternative viable. Cette erreur laissa l'Uranvrin avec une seule ligne technique opérationnelle, celle dépendant du deutérium. Or, le deutérium disponible en quantité industrielle provenait d'une unique installation en Europe occupée. La supervision politique de l'Uranvrin passa dans ses premiers mois par plusieurs instances du Reich avant de se stabiliser. Hermann Göring, en tant que responsable du plan quadriennal et figure ayant autorité sur l'allocation des ressources industrielles stratégiques, avait reçu des rapports sur le programme dès ses étapes initiales. En juin 1942, Albert Speer, récemment nommé ministre de l'Armement après la mort de Fritz Todt en février de la même année, convoqua une réunion des principaux physiciens du programme pour évaluer ses chances réelles. La conclusion que Speer tira de cette réunion, selon ses propres mémoires rédigées des années plus tard, était que l'arme nucléaire n'était pas à la portée de l'Allemagne dans l'horizon temporel de la guerre. Elle nécessitait des ressources industrielles et énergétiques entrant en concurrence directe avec celles d'autres programmes considérés comme plus urgents, et le délai de développement était incompatible avec les besoins immédiats du front de l'Est, qui consommait alors la majeure partie de la capacité productive du Reich. Speer communiqua cette évaluation à Hitler.
La décision fut de maintenir l'Uran-Verin comme programme de recherche sans lui attribuer de priorité de production militaire. Cette décision n'élimina pas le programme. Elle le figea à son stade le plus dangereux, celui d'une recherche disposant de suffisamment de ressources pour continuer, mais sans la pression opérationnelle qui aurait forcé la résolution des problèmes techniques qui le bloquaient. La centrale hydroélectrique de Vemork, propriété de Norsk Hydro, était construite sur le flanc du mont Gaustatoppen, dans la région norvégienne du Telemark. Son emplacement avait été déterminé par la proximité du réseau fluvial de la rivière Mana, dont la chute de hauteur entre le lac Mosvatn et le fond de la vallée de Rjukan, 185 mètres de dénivelé sur une courte distance, fournissait l'énergie hydraulique nécessaire à une installation industrielle à forte demande électrique. La centrale fut inaugurée en 1911 comme la plus grande centrale hydroélectrique du monde à l'époque, avec une capacité de 108 mégawatts. L'installation d'électrolyse de l'eau lourde fut ajoutée en 1933 comme sous-produit du processus industriel principal. Des quantités microscopiques de deutérium pouvaient être progressivement concentrées jusqu'à atteindre une pureté de 99,5%. Leif Tronstad était ingénieur chimiste, professeur à l'Université technique de Trondheim et directeur scientifique de Norsk Hydro depuis 1938. Il avait conçu le système d'électrolyse en cascade de Vemork. Lorsque l'Allemagne nazie envahit la Norvège en avril 1940, Tronstad comprit en quelques semaines que l'installation qu'il avait construite représentait l'élément le plus précieux de son pays pour le programme nucléaire du Reich. En septembre 1942, il traversa à pied la frontière norvégienne-suédoise avec les plans de Vemork dissimulés dans la doublure de son manteau et arriva en Grande-Bretagne 6 semaines plus tard. Le Special Operations Executive l'intégra avec le rang de lieutenant-colonel dans sa section norvégienne, avec la fonction spécifique de conseiller sur les opérations contre les installations industrielles en Norvège occupée. La production d'eau lourde à Vemork avant l'invasion allemande atteignait environ 12 kg par jour. Les Allemands, prenant le contrôle de l'installation en mai, ordonnèrent d'augmenter la production à la capacité technique maximale disponible. À la fin de 1941, la centrale produisait entre 100 et 120 kg par mois. Les calculs de l'Uran-Verein établissèrent qu'un réacteur à uranium naturel utilisant l'eau lourde comme modérateur nécessitait entre 4 et 5 tonnes métriques de deutérium pour atteindre une masse critique soutenue. Le temps nécessaire pour accumuler cette quantité, au rythme de production de Vemork, était d'environ 4 ans à partir du moment où les expéditions commenceraient à s'accumuler dans les dépôts du programme. Les premiers chargements étaient arrivés au laboratoire du Heereswaffenamt à Berlin-Gottorf dès l'été 1940. Le bâtiment principal de Vemork s'élevait sur un promontoire artificiel à l'extrémité d'une vallée en forme de U. La garnison chargée de la protection de l'installation relevait du commandement du général Nikolaus von Falkenhorst, commandant en chef des forces allemandes en Norvège depuis la campagne d'invasion de 1940. Falkenhorst avait établi le dispositif défensif de Vemork à partir d'une évaluation systématique de toutes les routes d'accès potentielles. Le rapport résultant classait le goulet du Krokan comme infranchissable pour des opérations militaires. Cette classification détermina que le secteur nord ne recevrait ni mines, ni postes de garde, ni patrouilles régulières. La garnison de 100 hommes se concentra sur la protection du pont, de la voie d'accès et du périmètre du promontoire. L'évaluation était correcte pour toute unité militaire conventionnelle, disposant d'un équipement et d'une logistique standard. Elle était incorrecte pour des hommes ayant grandi à escalader le Telemark. Les expéditions d'eau lourde de Vemork vers les laboratoires du Heereswaffenamt se poursuivirent régulièrement pendant toute la phase d'occupation. Dibner tenait le registre des inventaires accumulés et des quantités nécessaires pour atteindre les différents jalons techniques du programme. Et Heisenberg, qui dirigeait à cette époque les expériences de piles à uranium d'abord à Leipzig puis à l'Institut Kaiser Wilhelm de Berlin-Dahlem, basait ses calculs de modulation neutronique sur la disponibilité de l'eau lourde. La destruction de Vemork n'arrêterait pas définitivement le programme allemand, mais éliminerait la seule source de modérateur disponible et obligerait l'Uran-Verin à résoudre à nouveau le problème que le rejet du graphite avait laissé sans alternative. Était-il impossible de freiner l'avancée nucléaire allemande, l'échec qui rapprocha la bombe nazie? Les premières propositions d'action contre Vemork envisageaient un bombardement aérien de saturation.
Le problème que Tronstad posa devant le comité de planification était d'ingénierie. Les 8 cellules d'électrolyse étaient situées au niveau le plus bas du bâtiment, intégrées dans la roche et protégées par plusieurs mètres de béton armé. La campagne de bombardement stratégique que le maréchal de l'air Arthur Harris dirigeait depuis le Bomber Command à partir de février 1942 avait démontré que même la concentration massive d'appareils sur des cibles industrielles produisait des résultats inconsistants lorsque les structures critiques se trouvaient sous le niveau du sol. Une attaque endommageant l'infrastructure superficielle sans atteindre les cellules ne ferait que retarder la production de plusieurs semaines, sans l'interrompre. De plus, la ville de Rjukan se trouvait à moins de 2 kilomètres de l'installation et Terboven avait montré à plusieurs reprises qu'il répondait aux actes de résistance par des représailles collectives d'une sévérité que le commandement militaire allemand en Norvège avait lui-même remise en question sans résultat. Ce que les archives du Reich, partiellement déclassifiées des décennies plus tard, révélèrent, c'est que la discussion sur Vemork n'était pas exclusive au SOE. Heinrich Himmler, chef des SS et de la police allemande, portait depuis 1941 un intérêt parallèle pour le programme nucléaire que ses biographes ont décrit comme une obsession personnelle plus qu'une priorité stratégique. Himmler croyait que l'arme qui déciderait de la guerre ne serait pas conventionnelle et que l'uranverin était géré par une bureaucratie académique inadaptée à l'urgence du moment. En 1942, Himmler avait tenté de transférer la supervision du programme nucléaire au SS, arguant devant Hitler que la structure militaire du Heereswaffenamt était trop conservatrice pour développer une technologie de rupture. Speer s'y opposa et remporta cette dispute interne. Ce que les historiens ont souligné, c'est que si Himmler avait obtenu le contrôle de l'uranverin, les ressources des SS auraient été affectées au programme avec une priorité différente de celle décidée par Speer en juin 1942. Si Vemork avait été placé sous la protection directe des SS plutôt que sous celle de la Wehrmacht de Falkenhorst, l'installation aurait bénéficié d'un niveau de sécurité comparable à celui des camps de concentration. L'alternative au bombardement fut une attaque terrestre menée par une petite équipe. Le SOE disposait d'un précédent récent. Le 27 mai 1942, une équipe de 2 parachutistes tchèques avait attaqué le véhicule de Reinhard Heydrich à Prague, blessant mortellement le chef de la RSHA, le protecteur du Reich en Bohême et en Moravie, et l'homme qui avait présidé la conférence de Wannsee en janvier de cette année-là, où fut formalisé le plan d'extermination systématique des Juifs d'Europe. L'opération Anthropoide avait démontré qu'une petite équipe pouvait exécuter une action à fort impact stratégique sur un territoire densément occupé. Les représailles allemandes suivantes comprirent la destruction totale du village de Lidis, l'exécution de tous ces hommes adultes, la déportation des femmes et des enfants vers des camps de concentration et l'exécution de plus de 1300 personnes sur le territoire tchèque dans les mois qui suivirent. Cette leçon directe fut intégrée par Tronstad dans la conception des charges de Gunnerside. Le plan nécessitait un élément de reconnaissance préalable pour vérifier l'existence d'un accès non surveillé. Le SOE parachuta 4 hommes sur le plateau du Hardangervidda lors de l'opération Grouse. Jens Anton Poulsson, lieutenant de l'armée norvégienne en exil, né à Rjukan, connaissait la vallée du Telemark depuis son enfance, avec un niveau de détail impossible à reproduire par une analyse cartographique. Knut Haugland, opérateur radio spécialisé dans les transmissions cryptées, connaissait les procédures de la Funkabwehr pour la triangulation des signaux clandestins. Arne Kjellstrup, mécanicien et spécialiste en démolition, et enfin Klaus Hellberg, guide de montagne possédant une connaissance directe des routes du Hardangervidda. Leur mission consistait à établir une position sur le plateau, maintenir le contact radio avec Londres et guider l'assaut qui suivrait. Cet assaut fut planifié comme une opération de commando en planeur. La Royal Air Force transporterait les effectifs dans 2 planeurs remorqués par des bombardiers qui atterriraient sur le plateau, rejoindraient Grouse et marcheraient ensuite vers Vemork. L'équipe d'assaut, composée de 34 ingénieurs militaires du 1er bataillon du génie aérien de l'armée britannique, reçut le nom de code Freshman. Dans la nuit du 19 novembre 1942, les 2 Halifax et leurs planeurs décollèrent d'Écosse. Les conditions météorologiques étaient celles d'une tempête de neige avec visibilité nulle et des vents dépassant 60 km par heure. Le système de guidage radio n'établit pas de contact fiable avec l'équipe Grouse.
Le premier Halifax et son planeur traversèrent la côte norvégienne, mais ne localisèrent pas le plateau. Le câble de remorquage se rompit et le planeur s'écrasa contre le versant du mont Regstad. 9 soldats périrent dans l'impact. Le second Halifax perdit son planeur au-dessus de la mer du Nord suite à une défaillance du câble de remorquage. Les survivants de l'impact au sol furent capturés par les forces de la Wehrmacht. 2 semaines avant l'opération Freshman, le 18 octobre 1942, Hitler signa le Kommandobefehl, le décret ordonnant l'exécution immédiate de tous les combattants alliés capturés lors d'opérations de commando. Le maréchal de champ Wilhelm Keitel, chef du haut commandement des forces armées du Troisième Reich, dont le nom figurerait parmi les condamnés à la potence lors des procès de Nuremberg, précisément pour la signature et la diffusion de ce type d'ordre criminel, fit circuler les instructions d'application à tous les commandements territoriaux, en précisant que tout officier ne les mettant pas en œuvre serait traduit devant un tribunal militaire. Les instructions spécifiaient que le décret s'appliquait également aux combattants hospitalisés. Les survivants de Freshman, transférés dans un hôpital allemand à Stavanger, furent extraits de leur lit et éliminés par injection d'air. Les capturés sur le site du crash furent brièvement interrogés puis fusillés. 34 soldats britanniques périrent. Falkenhorst fut jugé pour ses exécutions devant le tribunal militaire de Norvège en 1946 et condamné à mort, peine qui fut par la suite commuée. Il existe une documentation déclassifiée indiquant que Himmler reçut un rapport détaillé sur les exécutions de Freshman dans les jours suivant les événements. Ce rapport portait sur l'origine de l'opération, spécifiquement sur l'objectif de Vemork et sur la relation de cet objectif avec le programme nucléaire. Si Himmler savait, en novembre 1942, que les Alliés avaient tenté de détruire Vemork avec une équipe de 34 hommes, la question que ses biographes n'ont pas pu élucider est pourquoi il n'utilisa pas cette information pour renouveler sa pression sur Hitler concernant la supervision du programme nucléaire. Une possibilité est que l'information ait été délibérément retenue par Speer, qui avait ses propres raisons pour que Himmler ne dispose pas d'arguments supplémentaires en sa faveur dans la lutte pour le contrôle de l'Uranvrin. Dans le Reich, l'information était un pouvoir, et les renseignements sur les tentatives alliées de détruire la seule source d'eau lourde du programme nucléaire constituaient le type de données capable de modifier l'équilibre des pouvoirs entre les ministres du gouvernement d'Hitler. Le SOE approuva l'usage exclusif de personnel norvégien pour la seconde opération. Le nom de code attribué fut Gunnerside. L'officier désigné pour commander l'équipe fut le lieutenant Joachim Ronneberg, âgé de 23 ans, instructeur de ski appartenant aux compagnies Ling, l'unité norvégienne des opérations spéciales portant le nom du capitaine Martin Lange, mort lors de l'assaut amphibie de Malway en décembre 1941, au cours d'une opération qui avait suscité l'intérêt personnel de Churchill comme démonstration de la capacité offensive du SOE. Ronneberg sélectionna 5 hommes. Aukelid avait 27 ans, venait d'Oslo et avait fui en Grande-Bretagne après avoir participé à des activités de résistance sous l'administration conjointe de Falkenhorst et Terboven. Il était le membre de l'équipe le plus expérimenté dans les opérations clandestines en territoire surveillé par la Gestapo. Ronneberg le plaça à la tête de l'équipe de couverture extérieure, car cette fonction nécessitait un jugement opérationnel autonome. Les semaines d'entraînement dans les Highlands écossais portèrent sur la démolition d'installations industrielles, les déplacements nocturnes silencieux, la neutralisation des sentinelles et le placement de charges conçues pour détruire les machines sans effondrer la structure. Freshman ne fut pas seulement un échec, ce fut un avertissement. Toute tentative frontale contre Vemork se soldait de la même manière. Hommes morts et usine intacte. S'ils voulèrent la détruire, ils avaient besoin de quelque chose de différent, quelque chose que les Allemands n'avaient pas prévu. Le renseignement allié découvre la faille du Reich, la faille que l'Allemagne n'a pas détectée. Les 4 hommes de l'équipe Gross passèrent l'hiver 1942-1943 dans la cabane de chasse abandonnée de Svansbuet, à 45 km à l'est de Vemork. Le plateau du Hardangervidda est le plus grand plateau de haute montagne d'Europe du Nord, couvrant 8000 km² à une altitude moyenne de 1100 mètres. La température descend régulièrement jusqu'à moins 30 degrés Celsius et les tempêtes de neige réduisent la visibilité à quelques mètres.
Les patrouilles allemandes à ski sillonnèrent les vallées et les routes d'accès avec une fréquence que Haugland estimait à 4 ou 5 fois par semaine. Cet hiver fut la période où l'équilibre stratégique de la guerre commença à se renverser de manière irréversible. En Afrique du Nord, le général Bernard Montgomery avait brisé les lignes de l'Africa Corps à El Alamein en novembre 1942 et les forces anglo-américaines d'Eisenhower avaient débarqué au Maroc et en Algérie lors de l'opération Torch. Sur le front de l'Est, les divisions du 6e armée allemande du général Friedrich Paulus avaient été encerclées à Stalingrad par les forces soviétiques lors de l'opération Uranus en novembre 1942. La capitulation de Paulus intervint l'année suivante avec 300 000 hommes capturés, dont seulement 90 000 survécurent pour atteindre les camps de prisonniers soviétiques, et à peine 5 000 retournèrent en Allemagne après la guerre. L'impact psychologique de Stalingrad constitua le point de bascule que Joseph Goebbels lui-même reconnut dans son journal, bien que la propagande du Reich continua de présenter la défaite comme un sacrifice héroïque. L'Allemagne que l'équipe Graus combattait depuis sa cabane sur le plateau norvégien contrôlait encore la majeure partie de l'Europe, mais commençait à perdre l'initiative stratégique sur tous les fronts simultanément, tandis que Wehrmacht continuait de produire l'eau lourde dont le programme de Heisenberg avait besoin. La présence allemande en Norvège s'organisait autour de 2 structures de contrôle parallèles, mais il existait une 3e couche de surveillance que ni Falkenhorst ni Terboven ne contrôlaient entièrement. Heinrich Himmler avait, depuis 1941, mis en place un réseau d'informateurs indépendants au sein des installations industrielles stratégiques de la Norvège occupée, géré directement depuis le bureau du service de sécurité des Schutzstaffel à Oslo, et relevant d'Ernst Kaltenbrunner et de Walter Schellenberg, avant de passer par les circuits officiels. À Wehrmacht spécifiquement, Himmler avait placé 2 informateurs dont l'existence ne figurait ni dans les registres de Falkenhorst, ni dans la documentation officielle. Le premier était Karl Brenner, un technicien allemand officiellement envoyé comme superviseur de production par le ministère de l'Armement de Speer, mais dont la fonction réelle consistait à transmettre des rapports mensuels directement au bureau de Schellenberg sur l'état des installations et sur tout comportement suspect du personnel norvégien. Le second était Anders Bergström, norvégien membre du National Samling de Quisling, employé au département de maintenance de Wehrmacht depuis 1941, dont l'intégration au personnel de l'installation avait été gérée directement par le réseau de Himmler, sans en informer l'administration. Brenner et Bergström envoyaient leurs rapports à Oslo par des voies distinctes, garantissant qu'aucune défaillance de l'une des 2 chaînes n'interromprait le flux d'informations vers les SS. Les rapports de Brenner documentaient des éléments que ni Falkenhorst ni Terboven n'avaient enregistrés dans leur propre circuit, une série de comportements anormaux du personnel norvégien de l'installation qui ne correspondèrent pas au schéma habituel. Plusieurs travailleurs du service de nuit avaient commencé à coordonner leur relève de manière à ce que le niveau inférieur du bâtiment, où se trouvaient les cellules d'électrolyse, reste avec une présence minimale pendant certaines heures de la nuit. Le contremaître du service de nuit, dont le nom apparaît dans les rapports de Brenner comme Halvard Lai, avait modifié sans justification le parcours de la ronde de sécurité nocturne, de sorte que le garde couvrant le niveau inférieur mettait 8 à 12 minutes de plus pour compléter sa tournée habituelle. De son côté, Bergström avait signalé que la voie ferrée de service sur le flanc nord du promontoire avait été dégagée des débris et de la neige accumulés en novembre 1942 lors d'une opération de nettoyage que personne n'avait ordonnée et qu'aucun registre de maintenance ne justifiait. Schellenberg reçut ces rapports à Oslo, les évalua comme d'intérêt modéré et les transmit au bureau de Terboven avec la recommandation de renforcer la surveillance nocturne au niveau inférieur. Terboven ne donna pas suite à cette recommandation. La raison documentée est que, durant cette période, Terboven gérait la réponse politique à l'échec de l'opération Freshman et considérait que la sécurité de Wehrmacht relevait exclusivement de la responsabilité de Falkenhorst. La raison non documentée, que plusieurs historiens norvégiens ont relevé à partir de témoignages d'anciens fonctionnaires de l'administration d'occupation, est que Terboven et Himmler entretenaient une relation de concurrence institutionnelle qui conduisait Terboven à ignorer systématiquement les recommandations provenant des canaux des SS afin de ne pas céder d'autorité sur son territoire administratif.
Le réseau de Vidkun-Quisling dans le Telemark fonctionnait avec une précision que l'historiographie ultérieure a tendance à sous-estimer, car ces registres furent, pour la plupart, détruits avant la reddition allemande. Ce qui a survécu dans les archives du tribunal qui jugea Quisling à Oslo en 1945 permet de reconstituer une partie de sa structure dans la région. Le chef du National Samling dans la commune de Tinn, Gunnar Knudsen, avait établi un réseau d'informateurs couvrant les communes du Telemark avec un niveau de détail que les patrouilles militaires de Falkenhorst ne pouvaient égaler car leurs soldats allemands ne parlaient pas norvégien et ne distinguèrent pas le déplacement d'un chasseur local de celui d'un étranger. Knudsen avait remis à l'administration de Terboven 3 rapports décrivant une activité suspecte sur les routes du plateau, qui ne correspondaient pas aux schémas habituels des habitants locaux. Le premier rapport décrivait des traces de ski sur un chemin que les habitants connaissaient comme peu fréquenté à cette période de l'année et qui menait vers l'intérieur du plateau, dans une direction contraire aux accès de chasse habituels. Le second, daté de décembre, mentionnait ce qu'un informateur de Knudsen dans le village de Rowland avait identifié comme la fumée d'un petit feu de camp dans une zone du plateau où il n'y avait pas de cabanes habitées en hiver. Le troisième rapport, de janvier 1943, était plus explicite. Un membre du National Samling dans la commune de Vange avait aperçu à plusieurs kilomètres de distance ce qu'il décrivait comme la silhouette d'un homme seul sur des skis se déplaçant vers l'ouest sur un itinéraire qui ne menait à aucun habitat. Cet homme était Helberg, en reconnaissance du gorge du Krokan. Les 3 rapports de Knudsen parvinrent à la police d'État norvégienne sous contrôle allemand à Notodden. La dimension que les archives n'expliquent pas entièrement concerne Lars Eriksen, le responsable de la police d'État à Notodden, chargé de transmettre ses rapports à Oslo. Eriksen fut jugé en Norvège en 1945 pour collaboration et condamné à 4 ans de prison, la peine minimale appliquée aux fonctionnaires de l'administration d'occupation. Le tribunal établit qu'Eriksen avait systématiquement retardé la transmission des rapports de renseignement vers Oslo pendant cet hiver. Son frère cadet, Olav Eriksen, travaillait pour Norsk Hydro à Vemork. Johan Pedersen travaillait depuis 22 ans dans l'installation lorsque 5 hommes armés pénétrèrent par la fenêtre du sous-sol le 28 février 1943. Pedersen n'était pas simplement le veilleur de nuit de service. Il était l'employé le plus ancien du niveau inférieur du bâtiment, l'homme qui connaissait chaque valve, chaque conduit et chaque accès des cellules d'électrolyse, avec le même niveau de détail que Tronstad connaissait des plans qu'il avait dessinés. Le directeur norvégien des opérations de Norsk Hydro, Bjarne Nielsen, avait maintenu depuis l'été un contact indirect avec le réseau de résistance norvégien via un corridor opérant entre Rjukan et Oslo, utilisant des identités de voyage fournies par l'organisation Milorg, la branche militaire de la résistance norvégienne. Nielsen savait, avec le niveau de détail que lui permettait sa position, qu'une opération contre Vemork se préparait. Il ne savait ni quand ni exactement comment, mais il savait suffisamment pour prendre des décisions préalables. Le déblaiement de la voie ferrée de service que Bergström avait signalé à Himmler par l'intermédiaire de Brenner fut l'une de ces décisions. La modification de la ronde de sécurité nocturne au niveau inférieur, documentée par Brenner dans ses rapports mensuels, fut une autre. La troisième, la plus significative, fut une conversation que Nielsen eut avec Pedersen à un moment donné de janvier 1943. Johan Pedersen n'actionna aucune alarme et ne fournit aux interrogateurs de la Gestapo, le lendemain, aucune information pouvant être utile. Un veilleur de nuit avec 22 ans d'expérience dans une installation stratégique de la plus haute priorité pour le programme nucléaire allemand, entouré d'informateurs des Schutzstaffel et du réseau de Quisling, se comporta exactement comme si quelqu'un lui avait expliqué à l'avance ce qu'il devait faire lorsque ce moment serait arrivé. Le problème logistique le plus immédiat à Svansbuet pendant ces mois concernait l'alimentation. Les ravitaillements parachutés en octobre avaient été partiellement dispersés par le vent et une partie n'avait pas pu être récupérée. Les réserves s'épuisèrent avant la fin du mois de novembre. Poulson rationna la nourriture à des niveaux permettant de maintenir les fonctions cognitives de base, mais insuffisants pour compenser la dépense calorique liée à la vie dans des conditions arctiques. L'équipe consommait du lichen de renne gratté sur les rochers, de la viande de renne lorsqu'ils en chassaient, et, lors des périodes de pénurie les plus sévères,
le contenu partiellement digéré de l'estomac des animaux abattus. À la fin janvier, le poids de Kjellstrup était passé de 81 kg à 56, soit la perte d'un tiers de sa masse corporelle en moins de 4 mois. Les transmissions nocturnes de Haugland restaient le seul lien opérationnel entre l'équipe et Londres. Les informations qu'elle fournissait sur les schémas de patrouilles allemands et les changements dans l'état défensif de Vemork s'accumulaient semaine après semaine. Haugland nota dans son journal personnel qu'un des membres de l'équipe avait commencé à montrer des signes de ce qu'il décrivit comme une paralysie décisionnelle, incapacité à exécuter des tâches simples, période de mutisme et tendance à ne pas répondre lorsqu'on s'adressait à lui. Poulson prit la décision de ne pas transmettre cet état à Londres, estimant que la réponse probable serait une instruction d'évacuer la personne concernée, ce qui aurait compromis la position de l'équipe. Il n'y eut aucune évacuation. L'état se stabilisa début février, probablement parce que la réduction des patrouilles allemandes à cette période permit à l'équipe de se déplacer plus librement pour chasser. Les transmissions nocturnes de Haugland continuaient de se déplacer vers des positions différentes chaque nuit afin d'éviter la triangulation de la Funkabwehr. L'une des informations que Poulson transmit en urgence à Londres fin janvier indiquait que la garnison de Vemork avait augmenté le nombre de relèves nocturnes sur le pont, passant de 1 à 2 par service, réduisant ainsi la période de moindre surveillance de 4 heures à 2. Ce changement était cohérent avec une alerte de sécurité renforcée, probablement conséquence des rapports de Schellenberg parvenus à un certain niveau du commandement allemand en Norvège. Londres transmit cette information à Ronberg avant le saut. Cet ajustement fut intégré au plan de démolition comme contrainte supplémentaire sur la vitesse de pose des charges. Ce que ni l'une ni l'autre des deux équipes ne savaient, c'est que le Special Operations Executive disposait en janvier 1943 de 2 agents actifs dans la commune de Kongsberg, à 70 km à l'est du plateau, ayant pour mission de saboter une ligne ferroviaire. Ces 2 agents utilisaient une fréquence radio partageant une partie du spectre assigné à Haugland. À au moins 3 reprises entre la mi-janvier et le début février, leurs transmissions provoquèrent des interférences sur les communications de Haugland, que Londres interpréta initialement comme des problèmes techniques. La section scandinave du Special Operations Executive ne découvrit la superposition des fréquences que lorsque Haugland adressa une plainte explicite le 9 février, une semaine avant le saut de Gunnerside. Si la Funkabwehr allemande avait triangulé ces interférences avec une précision suffisante, elle aurait identifié 2 sources de transmission clandestines dans un rayon de 70 km, précisément durant les semaines où l'équipe Gross attendait l'arrivée de Gunnerside. Lorsque l'équipe Gunnerside arriva à la cabane de Svansbuet le 22 février, l'état physique de l'équipe Gross nécessitait entre 48 et 72 heures de récupération avant qu'elle puisse être considérée opérationnelle. Poulson et Hellberg restèrent intégrés au plan, le premier comme guide pour l'approche du gorge, le second comme le seul membre de l'équipe combiné à être descendu au fond et remonté par l'autre paroi. Ronberg présenta le plan aux 11 hommes avec l'instruction suivante. Si un homme tombait durant la descente, la mission continuait. Aucune extraction des blessés n'était prévue. Chaque homme reçut une 2e capsule de cyanure, en plus de celle qu'il portait déjà depuis l'entraînement en Écosse. Les 34 hommes de Freshman, morts à Stavanger, rendaient toute explication supplémentaire inutile. Cet hiver-là, ils ne trouvèrent pas seulement un itinéraire. Ils découvrirent la seule faille dans tout le système défensif allemand. Un accès que personne ne surveillait parce que personne ne pensait que c'était possible. Et maintenant, pour la première fois, ils avaient un plan susceptible de réussir. Il ne restait plus qu'à le réaliser. Opération Gunnerside, le coup direct contre le programme nazi. Au quartier général de la Wolfschanze en Prusse orientale, Adolf Hitler présidait une réunion du haut commandement qui se prolongea après minuit. L'ordre du jour portait sur la réorganisation du dispositif défensif sur le front de l'Est après Stalingrad et sur la possibilité de lancer une offensive de contre-attaque à Kursk avant que les Soviétiques ne consolident leurs gains. Albert Speer assista en tant qu'observateur et prit des notes sur l'état de Hitler lors de cette réunion. Un homme oscillant entre analyse opérationnelle cohérente et explosion de colère contre les généraux ayant permis le désastre de Stalingrad. À un moment,
quelqu'un aborda brièvement la question des approvisionnements industriels stratégiques en provenance de Norvège et de leur protection contre les activités de sabotage du SOE. Hitler écarta le sujet d'une phrase que Speer nota. La Norvège occupée était suffisamment protégée. Vemork ne fut pas mentionné nommément. Le programme nucléaire ne fut pas évoqué. Le mémorandum de Schellenberg recommandant de renforcer la protection de cette installation attendait depuis 5 semaines sur le bureau de Bormann. Ronneberg avait divisé les 11 hommes en 2 groupes. L'équipe de couverture, composée de Haukelid et de 4 hommes, avait pour mission de se positionner sur les accès au promontoire et de retarder toute réaction de la garnison, le temps nécessaire à l'équipe de démolition pour accomplir sa tâche. L'équipe de démolition, les 6 restants sous le commandement de Ronneberg, portait les charges calculées par Tronstad. 2 kg d'explosifs plastiques par cellule, placés au point du boîtier métallique où l'épaisseur de la paroi était la plus faible, afin de rompre les récipients et de vider leur contenu sans effondrer la structure. 18 cellules, 36 kg d'explosifs au total, détonateurs coupés à 30 secondes. La descente dans le gorge commença après minuit. Les 11 hommes descendirent en file, espacés de 3 mètres chacun. Le silence était obligatoire. Les postes de garde du pont se trouvaient à 150 mètres du bord supérieur du gorge, et dans le silence nocturne, un impact sec était audible à cette distance. À mi-parcours, un pied fit tomber une pierre lâche. L'impact résonna pendant plusieurs secondes. Les 11 hommes se figèrent contre la roche jusqu'à vérifier que le poste de garde ne réagissait pas. Le garde de service cette nuit-là au poste nord du pont était le caporal Werner Schultz, selon les registres de service de la garnison capturée par les Alliés en 1945. Schultz nota dans le registre de garde de cette nuit, entre l'entrée de 2 heures du matin et celle de 2h45, une seule mention. Bruit dans le gorge, possiblement un animal. Il n'alla pas enquêter. Il n'alerta pas son supérieur. Il enregistra l'incident et poursuivit sa ronde. L'entrée de Schultz constitue le seul document allemand de première main relatant un quelconque indice d'activité dans le gorge cette nuit-là. La traversée de la rivière Mana s'effectua sans qu'aucun homme ne mouille ses chaussures. La voie ferrée était dégagée exactement comme Nielsen l'avait ordonné plusieurs semaines auparavant. Haukelid positionna son équipe de couverture sur les accès principaux au promontoire avec des lignes de repli disponibles. Si la garnison réagissait avant que l'équipe de démolition ne quitte le bâtiment, Haukelid avait pour mission de contenir la réponse assez longtemps pour permettre l'exfiltration, sans aucune garantie que sa propre équipe pourrait se retirer ensuite. Ronneberg conduisit les 5 hommes de l'équipe de démolition par la voie jusqu'au conduit de câble, un tunnel de diamètre minimum que les 5 traversèrent un par un. Au niveau inférieur, le bruit des moteurs électriques des cellules confirmait que les équipements fonctionnaient activement, produisant l'eau lourde que Dibner attendait à Berlin-Gottorf. Kaiser enveloppa son coude de tissu et frappa le vitrage de la fenêtre adjacente, des pas dans l'atelier à l'étage supérieur. Le veilleur de nuit qui parcourait le couloir du niveau supérieur à ce moment-là était le soldat Hans Bremer, selon les mêmes registres de la garnison. Bremer déclara aux interrogateurs de la Gestapo dans les jours suivant le sabotage qu'il avait entendu un bruit au niveau inférieur, était descendu pour enquêter, avait poussé la porte du couloir du niveau inférieur qui était fermée comme toujours. Il n'avait pas vérifié la fenêtre. Il était remonté à sa ronde habituelle. Les 5 hommes se trouvaient de l'autre côté de cette porte lorsque Bremer poussa. La différence entre que la porte cède ou non représentait la différence entre le succès et l'échec de toute l'opération. Johan Pedersen ne donna aucun signal d'alarme lorsque Poulson lui parla en norvégien et se coucha au sol en suivant les instructions reçues. Ronneberg et Kaiser commencèrent le placement des charges. La position de chaque détonateur avait été mémorisée à partir des plans de Tronstad, localiser chaque cellule selon sa position dans la rangée, identifier le point de moindre épaisseur du boîtier par le toucher, ajuster le détonateur à pression et connecter la mèche dans l'ordre établi. Dans la cellule 14, le détonateur ne s'ajustait pas avec le gant en place. Ronneberg retira son gant droit. La température au niveau inférieur était de -5 degrés Celsius. Le détonateur s'emboîta sous pression. Ronneberg vérifia chaque connexion des 18 charges. Si une seule cellule des 18 restait opérationnelle, les ingénieurs de Norsk Hydro sous la supervision du Heereswaffenamt auraient pu reprendre la production en quelques semaines.
La mèche fut allumée et l'équipe sortit par le conduit, parcourut la voie et rejoignit la position de Hokelid. Depuis l'extérieur, l'explosion produisit un son étouffé, sans flamme visible, sans effondrement structurel. 500 kg d'eau lourde furent vidés sur le sol du sous-sol. La sirène d'alarme retentit, alors que les 11 hommes se trouvaient déjà sur la voie en direction du gorge. Les projecteurs du pont illuminèrent les secteurs que le dispositif défensif de Falkenhorst avait classés comme vulnérables. Le gorge resta non éclairé. Au cours des 25 minutes suivantes, ils complétèrent l'ascension par la paroi nord et atteignirent le plateau. Ronberg donna l'ordre de dispersion. Lui-même et 4 hommes empruntèrent la route vers la frontière suédoise, à 400 km à l'est. Les 6 autres s'intégrèrent au réseau de résistance locale. La nouvelle parvint à Heinrich Himmler le lendemain matin par un rapport téléphonique du chef des SS à Oslo, avant que le compte-rendu officiel de Terboven n'atteigne Berlin. Sa réaction fut de la colère face à une évidence confirmant ce qu'il défendait depuis des mois sans succès. La protection des installations stratégiques les plus importantes du Reich ne pouvait être confiée à la structure militaire conventionnelle de Falkenhorst. Himmler convoqua le même jour une réunion avec Kaltenbrunner et Schellenberg pour examiner les rapports que Brenner et Bergström avaient envoyés dans les mois précédents. La révision démontra que les SS avaient détecté des signes d'activité suspecte dans la zone de Vemork avant le sabotage et que ces signaux avaient été ignorés. Himmler utilisa ce fait dans une communication personnelle à Hitler le 1er mars. L'installation la plus importante du programme d'armement stratégique du Reich avait été détruite par une équipe de commandos ayant pénétré par un secteur que les SS avaient signalé comme insuffisamment surveillé. Hitler répondit en ordonnant une enquête conjointe et en convoquant Terboven à Berlin pour une réunion le 8 mars. Terboven quitta finalement la réunion sans perdre aucune de ses prérogatives. Les SS n'obtinrent pas la supervision de la sécurité des installations industrielles stratégiques norvégiennes que Himmler avait demandé. Ce que produisit cependant cette réunion fut qu'Hitler interrogea directement Speer sur les conséquences du sabotage de Vemork pour l'Uranverein. Speer répondit que le programme continuerait et que l'interruption de l'approvisionnement en eau lourde était temporaire. Ce que Speer ne dit pas, et que ses notes privées documentent, c'est que, selon son évaluation interne, le sabotage de Vemork confirmait ce qu'il savait déjà depuis la réunion de juin 1942. Le programme nucléaire allemand ne produirait pas d'armes dans l'horizon temporel de la guerre. Maintenir cette évaluation hors de la connaissance d'Hitler faisait partie de sa propre stratégie de survie politique. Un programme nucléaire sans perspective réelle, mais présentant une apparence d'activité, permettait à Speer de justifier des allocations budgétaires qu'il dirigeait en réalité vers d'autres projets d'armement qu'il jugeait plus urgents. L'enquête de la Gestapo fut dirigée par Heinrich Felice avec l'assistance d'interrogateurs envoyés depuis Berlin. Alvar Lee fut soumis à des séances d'interrogatoire intensives pendant 4 jours consécutifs. Privation prolongée de sommeil, exposition au froid, interrogatoires alternant menaces et promesses de clémence. Lee ne fournit aucune information exploitable. Bjarne Nielsen fut interrogé pendant 3 jours et libéré sans inculpation. Ses réponses étaient techniquement exactes, administrativement correctes et opérationnellement inutiles pour l'enquête. Anders Bergström, l'informateur des SS dont le réseau avait détecté les anomalies avant le sabotage, fut retrouvé mort dans son appartement de Rjukan en avril 1943. Le rapport officiel classa la mort comme accident. Le dossier de Bergström dans les archives du service de sécurité des SS à Oslo disparut avant que les Alliés ne puissent le localiser. Les archives du ministère de l'armement de Speer, capturées en 1945, confirmèrent qu'il n'y avait qu'une seule personne en Europe occidentale possédant ce niveau de connaissance technique des cellules de Vemork, Leif Tronstad. Felice ne parvint pas à cette conclusion, car Tronstad ne figurait dans aucune base de données de suspects actifs de la Gestapo en Norvège. La communication entre l'appareil de sécurité allemand en Norvège et le système de suivi des exilés norvégiens en Grande-Bretagne était en pratique inexistante. Le caporal Werner Schultz, le garde qui avait noté le bruit dans le gorge et l'avait classé comme possiblement un animal, ne fut pas mentionné dans le rapport de Felice.
Son entrée dans le registre de garde de cette nuit resta dans les archives de la garnison sans que personne ne la relie à ce qui s'était passé au sous-sol. Mais détruire Vemork ne fut pas la fin. Ce n'était que le premier coup, car l'eau lourde n'avait pas encore disparu. Y a-t-il eu une autre tentative secrète de bombe nucléaire nazie à la fin de la guerre? Et pourquoi l'U-234 transportait-il de l'uranium? Tronstad est mort le 11 mars 1945 lors d'une opération sur le lac Femunden, victime de collaborateurs norvégiens au service de l'appareil de Quisling, 8 semaines avant la reddition allemande. L'agent qui l'a tué fut identifié après la guerre comme Knut Holm, membre du National Samling, ayant opéré pour le réseau de Gunnar Knudsen. Knudsen fut jugé à Oslo en 1946 et condamné à 15 ans de prison. L'homme qui avait conçu l'installation, convaincu le Special Operations Executive de ne pas la bombarder, calculé la position exacte de chaque charge et transmis ses plans à des hommes qui les mémorisèrent dans les Highlands écossais, ne vit jamais le résultat final du programme qu'il avait contribué à détruire. Les ingénieurs de Norsk Hydro, sous supervision allemande, complétèrent la réparation partielle des cellules en quelques semaines et la production reprit à capacité réduite. Lorsque les archives de l'Uranvrin furent analysées en détail après la guerre, les historiens constatèrent que la quantité d'eau lourde détruite correspondait approximativement à 6 mois de production cumulée, la marge entre un réacteur qui aurait pu atteindre la criticité à la fin de 1943 et un autre qui ne l'atteignit jamais au cours de la guerre. Le 16 novembre 1943, la 8e force aérienne des États-Unis, sous le commandement du général Karl Spaatz, lança 143 bombardiers B-17 sur la région de Rjukan. Les impacts endommagèrent l'infrastructure superficielle de Vemork au point que le ministère de Speer jugea qu'une réparation complète n'était pas viable. La décision fut de transférer l'inventaire existant vers l'Allemagne et d'abandonner l'installation. Okelid, intégré à la résistance du Telemark, reçut l'instruction d'interrompre ce transfert. Dans les premières heures du 19 février 1944, Okelid et 2 collaborateurs montèrent à bord du ferry ferroviaire Hydro pendant la nuit et placèrent dans la cale une charge de 8 kg d'explosifs plastiques avec un détonateur réglé pour s'activer dans la zone de plus grande profondeur. Le Hydro coula en quelques minutes seulement. Sur les 53 occupants, 29 survécurent. 14 civils norvégiens périrent. Les fûts d'eau lourde se retrouvèrent à 400 mètres de profondeur. Ce que le naufrage du Hydro n'a pas détruit, c'est l'inventaire de matériel nucléaire que Dibner avait transporté depuis Berlin-Dahlem vers des installations souterraines en Thuringe au cours des mois précédents. Dans le complexe de tunnels de Jonastal, construit sous terre à l'aide de main-d'œuvre esclave issue du camp de concentration de Buchenwald, Dibner avait établi, dès la fin de 1944, un laboratoire opérationnel avec le matériel ayant survécu à Gunnerside et au blocage du transfert de l'inventaire de Vemork. L'année suivante, avec les forces soviétiques à l'est du fleuve Oder et les forces américaines traversant le Rhin, l'équipe de Dibner réussit, selon les témoignages de plusieurs physiciens présents recueillis par les interrogateurs de l'opération Alsos, dans les mois suivants, une réaction de multiplication neutronique dans l'assemblage du réacteur qui dura environ 12 minutes. Cela se produisit à 2 semaines de la reddition dans un tunnel en Thuringe, alors que le Reich se désintégrait militairement sur tous les fronts et que les forces américaines se trouvaient à moins de 100 km de l'installation. L'opération Alsos arriva à Jonastal lors de la première semaine d'avril 1945. Les tunnels avaient été évacués. L'uranium avait disparu. Dibner fut localisé 3 semaines plus tard en Bavière. Le physicien Pascual Jordan, qui avait contribué aux bases mathématiques de la mécanique quantique avec Heisenberg et Max Born dans les années 20 et qui était membre du parti nazi depuis 1933, avait présenté à l'automne un mémorandum au commandement naval allemand proposant une alternative au programme nucléaire que l'Uranverin n'avait pas été capable de mener à terme. La proposition de Jordan était une arme radiologique, un dispositif utilisant des explosifs conventionnels pour disperser sur une cible du matériel radioactif provenant des sous-produits des expériences de piles déjà réalisées par Heisenberg et Dibner, sans nécessiter la réaction en chaîne que la pénurie d'eau lourde avait rendue impossible.
Jordan estimait que le matériel disponible dans les inventaires expérimentaux suffisait à contaminer plusieurs kilomètres carrés de territoire urbain avec des niveaux de radiation rendant ces zones inhabitables pendant plusieurs mois. Il s'agissait de la première proposition documentée d'une bombe sale comme arme de guerre. Le mémorandum fut transmis au ministère des Armements de Speer, qui le renvoya avec une annotation indiquant qu'il nécessitait une évaluation par le personnel scientifique du programme. Le 14 mai 1945, 6 jours après la reddition officielle de l'Allemagne, le sous-marin U-234 fut intercepté par la marine américaine dans l'Atlantique Nord. Le sous-marin était parti de Kiel le 15 avril avec un chargement décrit dans son manifeste comme du matériel de guerre prioritaire à destination de la marine impériale japonaise. Parmi le chargement figuraient 560 kg d'oxyde d'uranium, conditionné dans 10 conteneurs cylindriques à revêtement intérieur en or. 2 officiers de la marine japonaise, voyageant en tant qu'observateurs techniques, le contre-amiral Hideo Tomonaga et le commandant Genzo Shoji, se donnèrent la mort par surdose de somnifères lorsqu'ils apprirent la reddition avant que le sous-marin ne puisse être abordé. L'oxyde d'uranium fut transféré à Portsmouth, dans le New Hampshire, où il fut examiné par des physiciens du projet Manhattan. Leurs rapports furent classifiés. La composition isotopique de l'uranium, qui aurait révélé s'il avait été partiellement traité pour atteindre un degré d'enrichissement utilisable dans les armes, ne fut pas incluse dans les sections publiques de ces rapports. Le sous-marin fut coulé comme cible d'entraînement en novembre 1947, avant qu'un quelconque examen technique systématique de son intérieur n'ait été réalisé et documenté de manière accessible. Le Japon avait lancé son propre programme nucléaire sous la direction du physicien Yoshio Nishina. Les rapports sur le sabotage de Vemork arrivés à Tokyo via les sous-marins de transport de la Kriegsmarine traversant l'océan Indien avec des documents techniques classifiés conduisirent les physiciens japonais à conclure que si l'Allemagne, avec ses ressources industrielles supérieures, n'avait pas pu maintenir opérationnel son programme, le Japon n'avait aucune chance réelle de mener le sien à terme. Le rapport de Nishina à l'armée impériale, recommandant de réduire le programme à la recherche fondamentale, citait explicitement le sabotage de Vemork comme l'un des facteurs déterminants. Le réseau connu sous le nom d'Organisation des anciens membres des SS facilita, dans les années suivant la reddition, le transit de personnel engagé dans le régime vers l'Argentine et d'autres pays d'Amérique latine. Les archives d'immigration argentine, dont l'ouverture partielle a été annoncée ces dernières années, révèlent la présence d'individus dont les noms correspondent à ceux de chercheurs documentés dans le programme nucléaire allemand. Le programme nucléaire argentin sous la présidence de Juan Perón, qui créa la Commission nationale de l'énergie atomique en 1950, fut doté dans ses premières années d'un nombre significatif de physiciens et d'ingénieurs d'origine allemande, plusieurs ayant déclaré dans leur dossier d'immigration ne pas avoir de lien préalable avec l'appareil de recherche militaire allemand. Ronald Richter, un physicien autrichien qui convainquit Perón qu'il pouvait construire un réacteur de fusion opérationnel et qui reçut un financement équivalent à plusieurs centaines de millions de dollars avant d'être démasqué comme fraudeur, avait travaillé pendant la guerre dans une installation de recherche allemande directement connectée à l'Uran-Verin. Le programme nucléaire soviétique, sous la direction d'Igor Kurchatov et supervisé directement par Lavrenti Beria, bénéficia de 3 sources simultanées. La première fut la transmission systématique des résultats du projet Manhattan par le physicien Klaus Fuchs, un Allemand communiste exilé en Grande-Bretagne, arrêté en 1950. La deuxième source fut la documentation et l'équipement des laboratoires allemands situés dans la zone d'occupation soviétique, notamment le laboratoire de Dibner que l'armée rouge sécurisa avant l'arrivée des équipes de l'opération Alsos. Ce que les soviétiques découvrirent à Statilm ne fut jamais publié. La troisième source fut le groupe de physiciens allemands ayant travaillé directement dans le programme soviétique, parmi lesquels Nikolaus Riel, directeur du traitement de l'uranium à l'entreprise Auergesellschaft, qui avait fourni des composés d'uranium à l'Uran-Verin via les contrats de l'Interessengemeinschaft Farbenindustrie. Riel passa 10 ans en Union soviétique à travailler sur les procédés de raffinage de l'uranium et reçut le prix Staline en 1949, année où la première bombe soviétique fut déclenchée.
La première bombe nucléaire soviétique produisit un rendement que les physiciens du projet Manhattan estimèrent incompatible avec les informations que Fuchs avait transmises à lui seul. L'excès de rendement indiquait un design par implosion plus efficace que ce que le matériel de Fuchs pouvait avoir généré, conduisant plusieurs analystes américains à conclure que le programme soviétique avait accès à une seconde source technique. Le physicien Walter Gerlach, qui avait supervisé l'Uran-Verin dans sa phase finale, fut celui qui réagit avec l'intensité émotionnelle la plus grande à la nouvelle d'Hiroshima à Farm Hall. Selon les transcriptions de l'opération Epsilon, il pleurait. Ses amis interprétèrent ces larmes comme un sentiment de culpabilité. Gerlach insista pour dire qu'il s'agissait de honte. Ils avaient échoué en tant que physiciens. Il fut documenté que les calculs de masse critique qu'Heisenberg présenta au commandement allemand étaient systématiquement erronés et trop cohérents pour être accidentels, et que la rencontre avec Bohr aurait pu être une tentative de sonder si les physiciens alliés accepteraient un accord tacite de non-construction. Les transcriptions remises aux archives nationales britanniques avaient été soumises à un processus de révision préalable dans lequel certaines sections techniques spécifiques avaient disparu. Keitel fut exécuté à Nuremberg en octobre 1946. Sa dernière phrase avant la potence fut une demande d'être fusillé plutôt que pendu, comme convenait à un officier. La demande fut refusée. Terboven se donna la mort par explosif dans sa résidence, le 8 mai 1945, sans attendre le procès que Quisling aurait à affronter à Oslo et qui se terminerait par son exécution en octobre de la même année. Himmler, qui dans les dernières semaines de la guerre avait tenté de négocier une reddition séparée avec les alliés occidentaux à l'insu de Hitler, fut capturé par les forces britanniques et mourut en mordant une capsule de cyanure dans sa cellule, avant de pouvoir être interrogé sur les réseaux clandestins qu'il avait construits en Norvège, sur les archives de Brenner et Bergström, et sur ce que les SS savaient de Wehrmacht avant le sabotage. Heinrich Müller, chef de la Gestapo et fonctionnaire ayant supervisé tous les interrogatoires des saboteurs alliés en Europe occupée, y compris ceux de l'opération Freshman, disparut en mai 1945 lors de la chute de Berlin. Son corps n'a jamais été identifié avec certitude. La Central Intelligence Agency ouvrit un dossier sur sa possible survie en Argentine, partiellement déclassifié dans les années 1990. Il contenait des témoignages d'informateurs le situant à Buenos Aires dans la première moitié des années 50. Si Müller avait survécu, il était la personne ayant la connaissance opérationnelle la plus complète des failles de sécurité du Reich en Europe occupée. Les 16 rapports techniques de l'Uran-Verin portant sa signature de réception restèrent dans les archives capturées, sans qu'aucun tribunal ne les utilise comme preuve. Ronberg retourna en Norvège, travailla comme journaliste à Bergen pendant des décennies et mourut en octobre 2018 à l'âge de 99 ans. Dans les rares interviews qu'il accorda sur le sujet au cours de ces dernières décennies, ce qu'il choisit de souligner n'était ni la procédure de la descente, ni la mécanique des charges, ni l'absence de tir. C'était la distance entre ce qu'Heisenberg avait dit le 6 août 1945 dans une salle de Farm Hall, dont les conversations étaient enregistrées, et ce qu'Oppenheimer et Groves avaient construit avec 130 000 personnes et 2 milliards de dollars. Cette distance représentait, selon son évaluation, la mesure de ce que Gunnerside avait accompli. Il n'existait pas de manière plus précise de l'exprimer, et Ronberg n'a jamais tenté de la définir autrement. Au final, le programme nucléaire allemand ne devint pas une arme, mais ce ne fut pas pour une seule raison, ce fut la somme de décisions, d'erreurs et d'opérations comme celle de Gunnerside, des actions qui ne changèrent pas la guerre en un seul jour, mais qui, cumulées, en modifièrent le résultat. Si ce documentaire vous a intéressé, abonnez-vous pour nous accompagner dans le cheminement et continuez à découvrir les histoires les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale.